Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo l'essentiel sur le frelon géant. Vespa mandarinia, biologie, écologie et dangerosité. Alors Vespa mandarinia, c'est le nom scientifique du frelon géant, qu'on appelle également frelon géant du Japon, frelon asiatique géant ou frelon meurtrier. En anglais, on parle d'Asian Giant Hornet ou AGH, Japanese Giant Hornet, Murder Hornet ou Yak Killer Hornet. Le frelon tueur de yak. Alors cette espèce a une aire de répartition assez importante en Asie orientale. On le trouve du Népal jusqu'au Japon et en Corée, en passant par la Chine, la Birmanie et certains autres pays du sud-est asiatique. Donc il est présent dans les zones subtropicales et tempérées. C'est une espèce qui évite les zones trop chaudes, donc de basse altitude, mais également les régions trop froides qui se trouvent trop en altitude. Alors cette espèce a également été repérée en 2019, très loin de son aire de répartition d'origine, dans le nord-ouest des États-Unis et dans la région de Vancouver au Canada. Même si on ne connaît pas encore la source de l'introduction, il est probable que les reines fondatrices soient arrivées avec des chargements de marchandises, probablement par du fret maritime. Donc les reines sont capables de survivre à des hivers froids et elles sont également capables donc de coloniser des régions euh, qu'elles ne connaissent pas. Donc des nids ont été trouvés dans le nord-ouest des États-Unis, ce qui laisse supposer que cette espèce pourrait coloniser dans la région, donc dans le continent américain, la plupart des milieux entre le sud du Canada et le Mexique. Alors le frelon géant est probablement apte à coloniser des régions d'Europe de l'Ouest, depuis les îles britanniques jusqu'au bassin méditerranéen. Heureusement, aucun foyer n'a été détecté jusqu'à présent. Alors Vespa mandarinia vit en colonie. On parle d'une espèce eusociale. La reine et les ouvrières construisent un nid en fibre de bois. La colonie vit moins d'une année, à peu près 8 mois. Puis elle disparaît lorsque la reine va mourir. Alors le frelon géant, comme tous les hyménoptères, décrit un développement en 4 stades. Donc le premier stade, c'est l'œuf, pondu donc par la reine fécondée. Ensuite vient une larve. Cette larve va grossir pendant plusieurs jours, ensuite se transforme en nymphe. Et ensuite, donc, on a l'émergence d'un imago ou insecte adulte. Donc le passage de l'œuf jusqu'à la sortie de l'imago de son alvéole, en fait, il s'écoule 40 jours. Alors la morphologie du frelon géant est commune à celle des autres frelons et autres hyménoptères. On retrouve donc 3 parties du corps, la tête, le thorax et l'abdomen. Donc le thorax contient les muscles des ailes, donc qui sont très puissants pour assurer un vol à longue distance, hein. Le frelon peut s'éloigner jusqu'à 2 km de son nid. L'abdomen contient différents systèmes, notamment le système digestif, avec un jabot, un intestin. Il y a également des zones qui produisent des phéromones. Et enfin, il y a un dard qui peut mesurer jusqu'à 5 mm de longueur. Ce dard est relié donc à une glande à venin. Et le poison, les toxines plutôt, sont produites par différentes glandes annexes. On fait une petite présentation de la tête du frelon. Donc on voit sur cette image donc, des organes qui sont également présents chez tous les autres hyménoptères. Donc on a une paire d'yeux composés, donc des yeux à facettes. On a également donc une paire d'antennes. Donc ce sont des organes de détection, mais également qui permettent à l'insecte de se diriger dans l'obscurité de son nid, donc d'avancer à tâtons. On a 3 ocelles qui sont des yeux simples qui se trouvent au sommet donc de la tête.
Ces ocelles ne distinguent pas, les formes, mais par contre sont sensibles à l'obscurité et à la lumière, donc elles peuvent, également aider l'animal à sortir de son nid, à se diriger vers l'entrée, mais aussi lorsque le frelon est en vol, les ocelles, lui permettent de, se diriger, de maintenir déjà une stabilité en vol, mais également de s'orienter. Enfin, on voit une paire de mandibules très puissantes, qui sont actionnés par des muscles également, très importants, ce qui explique la largeur de la tête du frelon, géant par rapport à d'autres espèces, de frelons. Donc ces mandibules, jouent différents rôles, mais ce qu'on pourra retenir surtout, c'est, l'usage que fait l'insecte pour tuer les, ses proies, notamment par décapitation, ou lacération. Alors, les reines sont, les seuls insectes qui sont capables de pondre lorsqu'elles sont fécondées. Donc les reines vont naître dans un nid par plusieurs dizaines ou centaines à la fin de la saison, donc à la fin de l'été ou au début de l'automne. Il s'agit donc des futures fondatrices. Elles vont s'accoupler à des mâles qui vont également naître durant la même période, et cet accouplement se fait généralement à l'entrée du nid. Ensuite, les reines vont quitter leur colonie d'origine, là où elles sont nées, et elles vont chercher un abri pour passer l'hiver. Donc c'est généralement sous des écorces ou sous un tas de bois, enfin sous des feuillages, là où elles seront à l'abri du gel. Donc elles vont passer l'hiver plusieurs mois en diapause, c'est-à-dire qu'elles seront endormies et donc non actives. Au printemps, lorsque les températures augmentent, chaque reine va chercher un site pour fonder sa colonie. Donc les sites de prédilection se trouvent généralement sous les racines des arbres. Donc l'enchevêtrement des racines permet à la colonie donc de créer une cavité suffisante pour aménager des nids de grande taille. Mais on trouve également des nids de frelons asiatiques dans des troncs d'arbres vidés, mais également dans des constructions sous l'avancée d'un toit ou même dans des bâtiments qui ne sont pas utilisés. La reine va débuter seule la construction du nid, hein, contrairement aux abeilles qui, elles, vont essaimer. Donc un essaimage, c'est le départ d'une reine avec un contingent de plusieurs milliers d'ouvrières. Chez le frelon, bon, en fait, on commence avec un seul individu et il s'agit d'une reine fécondée. Donc pendant les premières semaines, la reine va chercher donc un nid, creuser une cavité, bâtir des cellules, des alvéoles avec des matériaux fibreux qu'elle aura trouvés dans l'environnement, notamment des morceaux d'écorce qu'elle va, mâcher, et transformer en une sorte de papier. Elle va également, se charger de se nourrir, de s'alimenter sur des fleurs ou avec de la sève de plantes, et enfin, elle doit chasser ou trouver donc de la matière sur des cadavres pour nourrir les premières larves. Après quelques semaines, donc, elle va être, rejointe par les premières générations d'ouvrières, et là, donc, on voit, que le nid va, heu, rapidement grandir en importance. Là, ici, on se trouve devant l'entrée d'un nid souterrain. On voit qu'il y a des ouvrières qui, font des va-et-vient au sol. Vous voyez, elles ne volent pas. En fait, elles se déplacent elles sortent du nid pour, sortir des petites boulettes de terre, et donc comme ça, elles font des va-et-vient constamment, de manière à ce que la colonie puisse augmenter, hein, donc on ait plus de que la colonie ait plus de volume pour aménager un nid plus grand. Là, on le voit le même plan, mais d'un peu plus loin. On voit donc le monticule qui, devient assez important donc à l'entrée, du nid. C'est d'ailleurs, ce monticule qui permet souvent de repérer, un nid de frelons, géants, à distance. Mais comme on le disait également, les frelons sont capables d'investir d'autres cavités, comme ici le tronc, creux d'un arbre, et on voit donc sur, les, photos de droite, les galettes, qui contiennent plusieurs alvéoles, et donc on voit ces galelles qui ont l'entrée orientée vers le bas, donc les larves ont la tête, vers le bas. Sur la photo du milieu, on voit que certaines alvéoles sont, couvertes par en fait une calotte, blanche, hein. Il s'agit d'un morceau de soie que les larves,
produisent avant de passer en nymphose. Donc elles passent plusieurs jours donc, sous cette protection, lorsqu'elles sont nymphes et donc inactives et qu'elles n'ont pas besoin d'être alimentées. Alors les frelons géants, ne portent pas ce nom par hasard, hein, donc ce sont des insectes de grande taille. Les ouvrières font 5 centimètres, les mâles également 5 centimètres et les reines mesurent jusqu'à 6 centimètres de longueur de la tête jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. Certaines sous-espèces de frelons asiatiques sont un peu plus grosses. On a trouvé dans la région du Yunnan en Chine des ouvrières qui faisaient 6 centimètres. Toutefois, la longueur, d'un insecte adulte est, dépendant de la qualité de son alimentation reçue durant sa vie larvaire. Quand les larves sont bien alimentées, les insectes sont plus gros. Inversement, quand les larves ne reçoivent pas beaucoup d'aliments, les ouvrières sont plus petites. Donc Vespa mandarinia est le plus gros frelon du monde, mais d'autres hyménoptères sont plus gros. C'est notamment, le cas, d'une guêpe du genre Pepsi. Donc ce sont des guêpes solitaires qui chassent des grosses araignées, notamment des mygales. On trouve ces guêpes Pepsi dans les régions d'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Alors sur cette diapositive, on voit face à face donc un frelon géant et une abeille mellifère. On voit donc la différence entre les deux insectes. Et le frelon donc géant pèse 1,6 g, généralement pour une ouvrière. L'abeille 100 mg, et donc il y a une différence d'un facteur 16, hein. Donc le frelon géant est 16 fois plus lourd qu'une abeille. Donc ce poids peut être plus important, notamment chez les rennes qui peuvent peser jusqu'à 3 grammes. Alors là, on voit plusieurs photos qui permettent de comparer le frelon géant, donc à gauche, et deux autres frelons qui sont assez communs, qu'on connaît bien maintenant en Europe. Donc au milieu, c'est le frelon asiatique Vespa velutina, et à droite, c'est Vespa crabro, le frelon européen. Donc ce qui permet de se distinguer le frelon géant, c'est bien entendu sa taille qui est supérieure, parfois le double des autres espèces, mais aussi ses couleurs beaucoup plus vives, hein. On voit notamment par rapport au frelon asiatique que c'est très facile de faire la distinction. Par contre, c'est vrai qu'avec le frelon européen et frelon géant sont des espèces qui sont vivement colorées. Par contre, le frelon géant, on voit que sa tête est intégralement jaune ou orangée, et son abdomen, il y a vraiment donc alternance de bandes jaunes et de bandes brunes. Donc en Europe, on peut également confondre le frelon géant avec le plus gros hyménoptère européen, hein. Il s'agit de la scolie des jardins, donc qui est une espèce solitaire de grande guêpe, une guêpe qui chasse les larves de scarabées, qui ne construit pas de nid, et donc qui est totalement inoffensive. Voilà, donc malheureusement, elle est souvent confondue avec des frelons et elle est souvent tuée. Donc c'est une espèce qu'il ne faut pas détruire. Mais on pense que les colorations de la scolie sont un mimétisme, de manière à faire croire à des prédateurs que la scolie est en fait un frelon géant, et de manière donc à effrayer ses potentiels prédateurs. Alors les frelons, comme tous les hémiptères adultes, sont nectarivores, et ils se nourrissent également de jus sucré qu'ils trouvent sur les écorces, donc des exudats de sève, mais également sur des fruits qui seraient abîmés. Donc les adultes finalement ont des besoins qui sont surtout axés sur des glucides, donc ils sont à recherche de substances qui sont sucrées. Alors on voit une ouvrière qui est sur des fleurs d'abélia, et puis également sur la photo en haut à droite, une ouvrière qui se nourrit donc d'une coulée de sève sur un arbre. Cette photo montre un frelon géant qui lui s'alimente sur de la pulpe d'un fruit tombé au sol. Alors ici, on a un phénomène qui est intéressant, qui s'appelle la trophalaxie. C'est l'échange de nourriture liquide d'un individu à un autre, hein, de deux individus de la même colonie.
Et donc, chez le frelon géant, ces trophalaxies ont lieu dans la colonie, mais également à l'extérieur et c'est donc la seule espèce de frelon, qui procède à ces échanges de nourriture sur les sites même de nourrissage, hein. Donc là, ce sont, 2 ouvrières qui sont présentes sur un arbre et donc qui, l'une donne à l'autre, le liquide, sucré, extrait donc, de la sève de l'arbre. Donc les frelons, géants sont des insectes territoriaux, c'est-à-dire qu'ils protègent leur aire de nourrissage des autres, frelons, guêpes, mais également même des papillons. Donc lorsqu'un insecte, vient se poser, sur, un endroit où il y a, de la nourriture, eh bien, il est identifié et il s'agit donc, d'une ouvrière d'une autre colonie, elle est chassée. Donc, les aires de nourrissage défendues sont les écoulements de sève, mais également les nids d'abeilles qui sont, massacrés. Les larves, par contre, elles, ont des besoins importants en protéines et les sources de protéines, pour les, frelons, ce sont, soit des, restes sur les charognes, soit alors des insectes ou des araignées. Donc, les larves ont besoin, de beaucoup de protéines pour, soutenir une croissance très rapide. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle les, ouvrières, sont des chasseuses, très actives parce qu'elles doivent, rapporter à la colonie, beaucoup, de nourriture, beaucoup d'insectes et d'araignées. Donc un autre phénomène intéressant qui concerne les larves, c'est le fait qu'elles régurgitent, des sucs nutritifs, aux frelons adultes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement nourries, mais elles vont également nourrir les frelons adultes. Donc, contrairement aux abeilles et aux bourdons, chez les frelons, il n'y a pas de réserve, de nourriture dans le nid, il n'y a pas de nectar concentré ou de miel, donc en fait, ce sont les larves qui vont faire office de garde-manger, vivants, non pas, ils ne seront pas consommés, mais par contre, lorsqu'elles sont, sollicitées par un adulte, elles vont régurgiter des petites gouttelettes, de liquide qui vont contenir donc des sucres, mais également des acides aminés. Alors Vespa mandarinia chasse pour nourrir, les larves de sa colonie. Les, larves de prédilection sont des grandes larves de coléoptères, donc la forte taille du frelon est en fait adaptée aux larves de prédilection. Donc, la nourriture, de choix, ce sont de grosses larves de scarabée que, les frelons vont, aller, trouver dans, des tas, de bois en décomposition ou, sur, la litière, du sol forestier. Mais également, ces insectes se nourrissent, enfin chassent, des abeilles et d'autres, frelons et d'autres guêpes, hein. Donc, le frelon, géant est également un prédateur, du frelon, Vespa velutina et d'autres insectes sociaux. Mais également donc il a un régime très large, hein. Sur cette photo, on voit par exemple, une ouvrière qui vient de capturer une mouche. Donc, là, elle est en train de décortiquer, l'insecte, et la partie qui sera rapportée au nid, ce sera simplement le thorax. Le thorax donc qui contient, des muscles, les muscles qui actionnent les ailes et les pattes et donc c'est la partie la plus riche en protéines et donc c'est, cette partie qui sera rapportée au nid. Là, ici, on voit donc un frelon, géant qui est en train de mettre à mort, une cigale. Donc il est capable de s'attaquer à des proies, aussi grosses, que lui, même un peu plus grosses. Donc c'est un insecte, qui est, un redoutable, chasseur et très efficace. Alors dans son milieu naturel, le frelon, géant est le prédateur d'Apis, cerana, l'un des principaux prédateurs. Donc il va faire des prélèvements, d'ouvrières, sur, les nids, d'abeilles asiatiques, mais il va également, procéder au massacre de ces colonies. Sur cette photo, on voit, un comportement donc de massacre. Donc là, il s'agit d'un raid de frelons, géants sur une colonie, d'abeilles mellifères, donc Apis mellifera, parce Apis mellifera est également, élevé, en Asie. Alors, le phénomène de massacre, qu'est-ce que c'est? Donc, contrairement à la simple, au prélèvement simple d'une ouvrière, donc, là, les frelons vont venir, marquer avec des phéromones, la ruche ou l'entrée d'un nid, hein, s'il s'agit d'un nid dans un tronc d'arbre, par exemple.
Donc, elles vont déposer ces ouvrières frelons vont déposer des substances, heu donc odorantes qui vont attirer les autres frelons. Donc il va y avoir un regroupement de frelons, quelques frelons jusqu'à une cinquantaine et donc ils vont procéder, au massacre, de toutes les, ouvrières. Donc, lorsqu'une ouvrière sort du nid, elle est décapitée, et petit à petit donc toutes les ouvrières vont être tuées jusqu'à ce qu'il ne reste plus de gardiennes, très peu d'ouvrières. Ainsi donc, les, frelons vont pénétrer dans la colonie et vont prélever, toutes les larves qui seront rapportées donc au nid. Alors ce phénomène de massacre a surtout lieu en fin d'été et à l'automne, lorsque les colonies de frelons, sont importantes, contiennent beaucoup de larves et notamment lorsqu'il s'agit donc de nourrir les, la génération, de reines et de mâles. Donc voilà, les besoins en protéines sont importants et donc le phénomène de massacre a lieu surtout, à cette période de l'année. Alors Apis cerana, en fait, c'est donc l'abeille mellifère d'Asie. Elle est proche d'Apis mellifera, donc qui est notre abeille mellifère présente en Europe. Elle a coévolué avec, ses prédateurs et notamment avec le, frelon géant. Hem, mais ce qui ne l'empêche pas, malheureusement d'être souvent détruite par celui-ci, hein. L'un des comportements les plus connus, hein, pour lutter contre les frelons, donc les frelons, géants ou les frelons asiatiques, c'est le phénomène de balle chaude, hein. C'est-à-dire que les ouvrières, d'abeilles vont entourer, un frelon, elles vont s'agglomérer autour, plusieurs dizaines. Elles vont donc ensuite, faire vibrer les muscles, de leurs ailes qui se trouvent dans le thorax. Elles vont donc dégager beaucoup de chaleur, mais également du dioxyde de carbone, donc le gaz issu de la, respiration, et donc le frelon va mourir d'hyperthermie. Donc au-dessus de 40, degrés, le frelon, meurt, alors que les abeilles sont capables de résister jusqu'à 45 degrés. Voilà donc c'est un comportement par contre qui n'est pas maîtrisé par l'abeille mellifère, notre abeille, européenne, ce qui fait que donc les prédations sur les abeilles mellifères sont beaucoup plus importantes et les dégâts le sont tout autant. Alors le frelon géant est un insecte dangereux pour l'homme. Les risques sont importants parce que les nids sont souvent dissimulés. Donc on voit sur la photo, donc en bas à gauche, hein, on voit donc, la situation du nid, hein, donc c'est très discret. Ce nid se trouve par exemple près d'un chemin, passant, au-dessus on voit donc un autre nid qui lui donc a été signalé par une pancarte, qui attend probablement une destruction. Donc voilà, les nids souterrains sont, difficiles à être enfin, ne peuvent pas être repérés facilement. On retrouve donc ces, nids en forêt, dans les prairies, mais également dans les jardins, chez les habitants, les particuliers. Donc c'est dangereux parce que dès qu'on s'approche, hein, de ces nids, les ouvrières attaquent, hein. Elles sont sensibles aux vibrations, et donc elles attaquent en nombre. Le danger donc est lié bien entendu à la toxicité du venin, surtout la quantité du venin qui est injecté. Les frelons piquent plusieurs fois, hein, contrairement aux abeilles, et puis en plus, ils attaquent en nombre, donc plusieurs dizaines ou centaines d'individus vont, venir à la rencontre de l'assaillant, ou du moins de la personne qui a été, identifiée comme une menace. Donc le rôle, bien entendu, c'est l'énergie et un choc anaphylactique, même pour une seule piqûre, hein, on peut donc avoir des décès. Et les personnes qui, elles, sont, piquées par un grand nombre d'insectes, généralement, sont, hospitalisées pendant, plusieurs semaines et montrent des séquelles pendant plusieurs mois, notamment des traces, hein, au niveau de l'impact des piqûres, mais également, des problèmes parce que le, venin, et notamment certaines, substances et enzymes, contenues dans le venin, affecte, les organes. Alors donc, au Japon, hein, à peu près 50 personnes, sont tuées chaque année. En Chine, plusieurs centaines de personnes sont, hospitalisées également suite à des attaques de frelons. Donc alors, en toute logique, les nids sont en fait, cherchés, et détruits. Donc hem pour trouver un nid de frelons, généralement, on recherche le monticule, hein, qui se trouve donc à l'entrée, lorsqu'il s'agit d'un nid, souterrain, ou alors les déplacements d'insectes, hein. Il suffit de suivre un insecte. Parfois ils sont capturés, les ouvrières sont capturées
heu et un petit ruban leur est attaché, donc les abeilles enfin les ouvrières étant assez grosses, beaucoup plus grosses qu'une abeille, elles n'ont pas de difficulté donc à déplacer des charges, jusqu'à un certain point bien entendu. Ou alors ce qui peut également être fait, hein, c'est donc, fixer donc, à une, ouvrière comme on voit sur cette photographie, un micro, émetteur, hein, qui va donc, émettre un signal radio et donc avec une antenne, directionnelle, on peut suivre, cet insecte jusqu'à ce qu'il soit rentré dans, sa colonie. Donc en quelques heures comme ça, on peut identifier l'emplacement de la colonie et procéder à sa destruction. Alors donc la première raison pour détruire un nid de frelons, c'est bien entendu pour des raisons de sécurité, mais l'autre raison, c'est aussi parce que les larves de frelons sont appréciées en Asie. Le prix, est supérieur à la viande de bœuf et donc il y a des chasseurs professionnels de frelons qui, recherchent, les nids et détruisent les colonies pour récupérer, les larves. Donc les protections individuelles doivent être renforcées, on voit, hein, sur cette photo, parce que les dards, hein, qui font, 5 millimètres, percent, les vêtements normaux. Voilà, donc il faut faire, très attention. Ça nécessite donc une formation, et de la pratique. Donc lorsqu'il s'agit de récupérer les larves pour la consommation humaine, la destruction, se fait par aspiration des ouvrières, hein. Donc les ouvrières qui sortent du nid, sont aspirées par une sorte d'aspirateur, hein, lorsqu'il ne s'agit pas de récupérer les larves, l comme par exemple sur cette photo qui a été prise aux États-Unis, on utilise donc bien entendu des produits insecticides. Alors une petite remarque, hein, dans certaines régions d'Inde, donc le frelon, géant donc les larves des frelons géants sont consommées et dans le Nagaland en fait les nids sont conservés, sont même il y a une sorte d'élevage, hein, de proto-élevage de frelons géants. Et donc des nids sont mis à peu près à tous les 2 kilomètres, hein, parce que rappelez-vous l'espèce est territoriale et d'ailleurs même les nids, les colonies s'affrontent et donc en fait on fait de l'élevage, de ce frelon pour, pouvoir en consommer, les larves. Bien entendu, c'est une pratique qui est, particulière, et assez, risquée. Alors pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que Vespa mandarinia est une espèce potentiellement invasive, donc présente dans, différents milieux en Asie, qui a prouvé sa capacité donc à coloniser et à se reproduire aux États-Unis et dans le sud-ouest du Canada. Il y a un risque pour les personnes, mais également un danger important pour les abeilles, hein, donc pour l'apiculture, et également pour l'environnement parce qu'une colonie, hem, détruit beaucoup d'insectes et notamment, peut tuer des, insectes très gros, qui n'auraient pas forcément, beaucoup de prédateurs dans une situation normale. Donc la présence des insectes, introduits pose de réels problèmes, heu, pour les équilibres des environnements. Alors nous espérons que cette, vidéo, vous aura plu. Je vous remercie de votre attention si vous êtes arrivé jusqu'à, maintenant. N'hésitez pas à liker, et à la partager bien entendu sur les réseaux sociaux. Merci également, de vous abonner à cette chaîne. Je partage régulièrement du contenu sur, l'apiculture et sur, les, dangers sanitaires, voilà, tout ce qui concerne, les abeilles, les risques, les maladies et les ravageurs de nos abeilles mellifères. Je vous souhaite, une bonne continuation et à bientôt.